La Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko accusé de trafic de drogue par un média. Ce sera notre premier sujet à évoquer avec notre invité. Nous parlerons aussi des États-Unis. Les mots du pasteur Al Sharpton. Trump n'a pas eu un mot pour le calvaire de George Floyd. Et puis Merkel et Macron qui invitent l'Europe à se préparer à une prochaine pandémie. Nous évoquons tout cela avec maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir maître Sosa. Bonsoir Samuel Niaoui. Nous commençons avec la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, a annoncé jeudi 8 juin qu'il allait porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire paru sur le site Vice. Ce site qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe a publié ces derniers jours une série de 3 articles au moins sur 5 prévus intitulés « Comment votre conso de coq fout la merde en Afrique de l'Ouest » et dans laquelle les auteurs accusent le ministre d'être un grand trafiquant de cocaïne. Voilà, Maître Sosa, qui est pour le moins inhabituel de la part de journalistes d'accuser ouvertement un ministre de cette manière. Est-ce qu'on peut dire que le média sait ce sur quoi il s'appuie pour de telles accusations? En tout cas, on peut l'espérer pour eux, parce que ces accusations sont d'une extrême gravité. Et je n'imagine pas une seule seconde qu'un journaliste responsable et digne de ce nom puisse se proférer de pareilles accusations sans posséder des preuves tangibles. Alors, encore une fois, c'est vrai que quand on est homme politique, on est souvent la cible de ce genre d'attaques massives pour déstabiliser. On est actuellement en Côte d'Ivoire en présence d'échéances politiques majeures. Et on sait que le ministre Bakayoko est en train d'assurer l'intérim de la primature en l'absence du titulaire. Et fragiliser le régime, fragiliser les hommes qu'il constitue en répandant sur eux des accusations de cette nature peut aussi participer du jeu politique. Et souvent, on le fait sous la plume de journalistes qui veulent bien se prêter au jeu. Alors, tout ça est à prendre en considération, mais il ne faut pas non plus à chaque fois jeter l'anathème. J'ai dit au tout début de mon propos que j'espère que les journalistes qui disent cela sont des vrais journalistes et qu'ils font leur travail en respectant leur code de déontologie. Si tous ces préalables sont présents, alors que le débat soit ouvert et que celui qui est accusé par les médias se défende médiatiquement et aussi devant la justice. Parce que c'est vrai que si on est réduit à faire le procès médiatique, il a perdu. Les journalistes ont toujours gagné le procès médiatique. Si il faut déborder sur la phase judiciaire, à ce moment-là, on peut espérer qu'il y ait un tout petit peu d'impartialité et qu'on appréciera les faits et ceux qui accusent vont pouvoir apporter des éléments d'éclaircissement, parce que si les faits sont avérés, ils sont extrêmement graves et on ne peut pas être à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme n'importe lequel d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on est en présence de narco-État. On ne peut pas l'accepter, ni ici, ni ailleurs, en Côte d'Ivoire ou que ce soit dans le monde. Il écrit en bac, écrit en Côte d'Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite. Elle est pure et sans tache, n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs. Donc, il est dans une rhétorique conspirationniste contre lui, c'est ça? Oui, on le serait à moins. Bon, s'il estime n'avoir rien à voir dans les faits qui sont rapportés, je peux comprendre qu'il le prenne comme une attaque de nature conspirationniste. Ça, c'est tout à fait... C'est la moindre des choses. Parce que c'est ce que moi-même je disais tout à l'heure, au début de mon analyse. Si c'est vrai, c'est catastrophique. Si c'est faux, c'est inexcusable. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les responsabilités s'établissent et que celui qui est vraiment victime, s'il est d'un système complotiste, qu'il soit défendu. Et si ce sont vraiment des lanceurs d'alerte qui ont eu connaissance de faits de cette gravité et qui le dénoncent, que eux aussi soient protégés, parce que la liberté d'expression ici est convoquée et elle doit être à tous les points de vue
protéger et elle doit se faire valoir. Et ici, les médias, eux, sont très catégoriques. Le ministre de la Défense est très impliqué dans le trafic de drogue. Ce sont des médias qui sont principalement basés aux États-Unis. On peut considérer quand même qu'ils ne s'avanceraient pas à faire de telles accusations si, tout le moins, ils n'ont pas un minimum de preuves ou bien n'y ont pas été commandités. Oui, c'est bien là. Vous voyez, nous sommes à la frontière de deux absolus. Bon, vous dites qu'ils sont aux États-Unis. Ça ne les rend pas immunes de toute poursuite, d'une part. D'autre part, et c'est vrai, c'est commode, en étant caché au fin fond de la blogosphère, de lancer comme ça des boules puantes contre des hommes politiques qui sont des cibles faciles, notamment quand ils sont en Afrique, parce que bon, c'est bien connu, tous les hommes politiques africains sont des voyous. S'ils ne sont pas trafiquants de drogue, ce sont potentiellement des détourneurs de deniers publics. Bon, tous ces clichés-là sont à l'encan, on les promène avec beaucoup de facilité. Mais quand on est un journaliste rigoureux, ce que j'espère ils le sont, il faudrait qu'ils viennent affronter avec des preuves de ce qu'il avance M. Bakayoko lorsqu'il va déployer sa salve judiciaire. La difficulté pour Bakayoko, qui ne l'a pas précisé, c'est de savoir s'il porte plainte en Côte d'Ivoire, en France ou aux États-Unis. Écoutez, bon, techniquement, les moyens existent. Il faut savoir où se trouve, en matière de délit de presse, il faut aller chercher l'auteur là où il se trouve. C'est le lieu de publication. Le lieu de publication, quand il s'agit de l'Internet, même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes tout à fait susceptible d'être poursuivi. Et la victime, elle a également la protection des lois sur la presse dans son pays. Et si vous êtes à l'étranger, vous êtes soumis aux lois du pays dans lequel vous avez fait les publications. Et aux États-Unis, c'est vrai, le délit de presse est sévèrement puni aussi. Il ne faut pas croire. C'est le pays de la liberté d'expression. Le premier amendement de la Constitution américaine, Freedom of Speech, est assez rigoureux. Et la liberté d'expression ne veut pas dire licence pour diffamer. Alors, si vous diffamez aux États-Unis, vous êtes sévèrement puni. Oui. Mais l'affaire tombe quand même à quelques mois de la présidentielle où Ambak, avec les ennuis sanitaires d'Amadou Gon Coulibaly, se verrait bien en dauphin de Ouattara. Et ça peut ternir sa réputation. C'est bien pour cela que je dis qu'il peut tout à fait s'agir de boules puantes, lancées à dessein par des gens qui craignent que, opportunément, ils prennent la place du dauphin pressenti et que, le jeu politique soit complètement perturbé par sa probable candidature. Il faut le salir avant. Mais comment on a fait pour neutraliser Soro ? Il y a des faits dont on dit qu'ils sont constitués, mais on ne nous apporte pas encore clairement les éléments qui soutiennent l'accusation, mais on accuse. Là aussi, ça peut être la même chose. Soro peut tout à fait être dans le même raisonnement. C'est ce qui est dit contre lui, ce qu'on dit qu'il a fait. Il a saisi une juridiction supranationale qui s'est prononcée en sa faveur. Mais on a dit quand même qu'on allait faire fi, on allait continuer. Ça, on est purement dans la posture politique. Donc le droit n'a plus rien à y voir. On peut faire la même chose à monsieur Ahmed Bakayoko. Voilà. On continue maintenant avec les États-Unis. Le révérend Al Sharpton a accusé Donald Trump de malfaisance et de n'avoir pas eu un mot pour le calvaire de George Floyd. C'était lors des obsèques mardi au Texas de cet Afro-Américain tué par un policier blanc. Malfaisance en haut lieu a plusieurs fois répété cette figure de la lutte pour les droits civiques alors qu'il décrivait certaines des actions du président américain depuis le drame qui a provoqué un mouvement historique de manifestation. Sur ce point, Maître Sosa, le révérend, il a bien raison. Complètement. Je crois que sur toute la ligne, M. Trump nous a montré son vrai visage dans cette affaire. Parce que il était dans le déni, il était complètement autiste et sourd aux revendications de la rue qui demandaient justice. Donc en fait, les gens parlaient justice, et lui parlait ordre, en opposant les deux. Il n'a jamais pensé qu'à un moment donné, l'ordre et la justice pouvaient aller
de pair. Donc oui, Monsieur Trump montre bien ce qu'il est, c'est-à-dire le descendant de quelqu'un qui était membre du Ku Klux Klan, et dans sa constitution mentale et psychologique, il y a les avatars de suprématisme blanc, et c'est un WASP qui, quand il pense Make America Great Again, il pense redonner le pouvoir aux blancs qui sont menacés de devenir minoritaires à l'horizon de 2050. Ce sont les statistiques qui le disent. Et Trump ne veut pas vivre pour voir cela. Et tout dans son comportement transpire le mépris pour les autres. Les Mexicains, quand ils ne sont que des violeurs ou des voyous, des voleurs et des violeurs, ce n'est pas du racisme, c'est du réalisme à la Trump. Quand il faut construire un mur pour se séparer du Mexique, c'est de la politique vigoureuse pour protéger l'Amérique d'une immigration qui est dangereuse. Et quand un noir meurt sous le genou meurtrier d'un policier, il trouve à dire que ce noir-là n'était pas quand même aussi blanc, parce qu'il aurait eu dans sa vie des choses pas tout à fait louables. Et donc, ça peut excuser qu'on l'écrase comme une vermine au cours d'une arrestation. Donc le gars est comme ça, et je dis que c'est un cataclysme d'avoir un type qui a ce profil mental à la Maison-Blanche. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Des gens qui étaient avant ses collaborateurs le disent. Ils disent combien il est dangereux qu'il continua. Beaucoup de gens éminents, le général Colin Powell, par exemple, qui n'avait pas appelé à voter Trump d'abord, a déjà dit clairement que lui, il voterait pour Joe Biden, parce qu'il ne comprend pas qu'on ait à la Maison-Blanche quelqu'un qui ment autant et qui soit aussi méprisant vis-à-vis d'une partie de la population, et qui est tout le temps clivant. Dès qu'il prend la parole, c'est pour monter les uns contre les autres. Il n'est jamais un rassembleur. Quel chef d'État est-il? Trump est un accident de la démocratie et du modèle du suffrage universel. C'est un accident. Et je dis encore une fois que l'élection de Trump est une escroquerie juridique. Je m'explique. Madame Clinton a reçu la majorité du vote populaire, mais les mécanismes du système américain, dont certains disaient que si on vous l'explique et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. On fait que M. Trump se retrouve président, alors que c'est Mme Hillary Clinton qui, au niveau du suffrage populaire, a plus de 3 millions de voix que lui. Alors, si ce système-là peut mettre à la Maison-Blanche un type comme ça, mais il est à craindre que demain, un autre fou, peut-être plus dangereux encore, l'emporte, parce que les mécanismes ont fait basculer en sa faveur les équilibres qui élisent le président. Voilà, mais en même temps, on pourrait aussi voir dans l'attitude de Donald Trump cette Amérique-là, très raciste, qui jusqu'à présent n'a pas encore compris qu'il n'y a qu'une race humaine, il n'y a pas de race blanche, de race noire, de race jaune et tout, et qui continue par, j'allais dire, décider de l'avenir du pays, puisqu'il est quasiment assuré de l'emporter pour novembre prochain. Ah oui, lui est assuré de l'emporter, oui. Mais maintenant... Malgré le contexte, finalement. Oui, c'est pour ça que je dis que la démocratie, le modèle démocratique est en danger. Pas qu'en Amérique, partout dans le monde, il est menacé. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. Oui. Regardez ce qui se passe au Brésil, Jair Bolsonaro. Regardez ce qui s'est passé au Chili et au Pérou. Plus près de nous, regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Burundi. Il y a à chaque fois un recul de la démocratie. En tout cas, d'essence électorale. On peut manipuler les gens, le système électoral et le corps électoral lui-même à sa guise, en mettant en œuvre des mécaniques qui assurent le succès de gens qui sont dangereux, qui sont des poisons pour la démocratie. Dans le monde entier, c'est ce qui se passe. Mais comment on peut comprendre quand même qu'un chef d'État, généralement les présidents, ils font tout pour être politiquement corrects. Mais lui, depuis qu'il est là, 4 ans bientôt, il ne s'est jamais inscrit dans cette rhétorique du politiquement correct.
Oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que en fait, bon, il y a pas que lui, hein. Avant lui, il y a eu Sarkozy en France, qui avait à peu près le même langage, bon, plus ou moins madré en ce qui concerne Monsieur Sarkozy. Mais non, ce sont des gens qui pensent que ce qu'ils disent est la vérité et qu'ils l'expriment sans aucun contour. Ils ne veulent pas avoir des circonlocutions euphémisantes sur la façon dont ils nomment les choses, et ils se fichent pas mal de savoir s'ils blessent quelqu'un en chemin ou pas. Et bon, ils ont une vision en noir et blanc du monde. Voilà, c'est binaire. Il y a les blancs qui sont bien, et puis il y a les autres qui sont pas bien. Il y a les Européens qui sont bien, et ceux qui veulent venir en Europe qu'il faut repousser. Dans la rhétorique de M. Sarkozy, c'est à peu près, en la résumant sommairement, c'est ce que ça devient. Donc ça rejoint à peu près en creux ce que dit M. Trump. Il est, je le disais tantôt, sûr de l'emporter, non pas parce que forcément il va gagner au niveau du suffrage universel, puisque selon les sondages, Joe Biden est en avance. Mais ça veut dire que les États-Unis doivent encore le supporter pour... Mais oui, on peut encore avoir le même scénario. Joe Biden qui bat par les urnes Trump, mais avec les grands électeurs, on aura M. Trump encore à la Maison-Blanche. Ce n'est pas tout à fait exclu. Mais généralement, des événements du type de ce qu'a suscité la mort de George Floyd ont toujours eu des répercussions sur les élections. Dans les États-Unis d'aujourd'hui, ça ne semble pas vraiment être le cas. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais Donald Trump va aborder les élections en véritable conquérant. Bon, ça me paraît être quand même moins probable qu'il n'y paraît. Parce que ici, quand la mort sous les caméras en direct de George Floyd la réaction de la nation américaine a quelque chose de catharsistique. C'est-à-dire que c'est le peuple d'Amérique qui s'est révolté d'abord, avant de trouver dans sa révolte l'écho du reste du monde. Et donc le regard qu'on pose sur les États-Unis désormais est différent, et le regard que les hommes politiques américains eux-mêmes posent sur la façon dont ils font la politique est désormais modifié. Parce que on ne peut plus faire comme avant. Et quand vous entendez des sociétés, des grandes sociétés comme Adidas, comme Nike, beaucoup de grands majors de la Silicon Valley qui disent que désormais ils vont intégrer davantage de diversité, ils vont ouvrir pour les recrutements de leur personnel, les choses de façon à atteindre un quart, 25%, c'est un quart de leur effectif qui soit noir. C'est un changement de mentalité qui est majeur. Alors si les Blancs... Parce qu'avant, on disait, on tue les gens, on tue les Noirs, c'est leur problème, c'est les Noirs qui protestent. Aujourd'hui, non. Dans les foules de protestateurs aux États-Unis, il y avait beaucoup de Blancs, parfois davantage de Blancs d'ailleurs que de Noirs. Et quelque part, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu une catharsis. Bon, donc maintenant, il faut qu'elle continue et que les hommes politiques prennent le relais de cette révolte. C'était quelque chose de lunaire de voir des militaires défiler avec les manifestants et se mettre à genoux, ou poser au moins un genou à terre pour dire que eux aussi sont sensibles à ce qui s'est passé et qu'ils ne sont pas d'accord, et se désolidariser complètement de la police vérolée qui malheureusement verse dans ce genre de comportement. C'est une nouveauté qu'il faut saluer et qu'il faut espérer voir progresser. Troisième sujet, Merkel et Macron qui invitent l'Europe à se préparer à une nouvelle pandémie. Emmanuel Macron, Angela Merkel, les autres dirigeants européens appellent l'Union européenne à tirer les leçons des failles de la réponse au Covid-19. Ils proposent, pour mieux résister aux prochaines crises sanitaires, de constituer des stocks de médicaments et d'équipements médicaux et d'encourager le développement en commun des vaccins et traitements. Finalement, M. Sosa, on a vu que cette crise a un peu révélé les failles de l'Union européenne. Cette union qu'on entend construire, ça a été plutôt une réponse pays par pays plutôt que d'être une réponse communautaire. Oui, il faut dire que d'abord par l'effet surprise, parce que personne n'attendait cette chose. Elle est arrivée, a pris tout le monde de court,
Et il fallait que chacun trouve sa réponse et les moyens de sa riposte. Donc, oui, c'est obligé que ça se passe pays par pays, parce que une réponse communautaire aurait été difficile. Ça voudrait dire qu'on a décidé le confinement généralisé dans toute l'Europe. Je pense pas que ça aurait été facile à contrôler. Et tous les pays n'ont pas les mêmes capacités hospitalières non plus. Il y a des pays qui n'ont pas fait de confinement du tout, qui s'en sont bien portés, mieux que d'autres, qui ont fait le confinement. Le confinement, Dieu merci, enfin, s'est révélé ne pas être une panacée. Donc, c'est pas parce qu'on a confiné que nécessairement on a enrayé la progression de la propagation du virus. Donc, aujourd'hui, on est en train de chercher à trouver une réponse scientifique commune. Ça, oui. La réponse politique commune, elle est difficile à mettre en œuvre. Mais la réponse scientifique commune, il est bon et souhaitable qu'elle soit organisée et que l'Europe se donne maintenant les moyens d'une vigilance, en fait, une veille médicale généralisée en termes de médecine publique. C'est souhaitable. L'Afrique aussi a été interpellée à ce niveau parce que quand même, on voit une grande disparité de réponses dans la riposte. Et on a l'impression qu'on fait du suivisme. On relâche un peu la pression parce que de l'autre côté de la Méditerranée, on l'a fait. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait quand même. Quand on ne fait pas de confinement, on fait des couvre-feux. Et puis on découvre finalement qu'elles n'ont pas de sens. Plus que ça, dans leur efficacité à enrayer le phénomène pandémique. Donc on revient en arrière parce que, toutes ces mécaniques à tâtons pour répondre, c'est au petit bonheur la chance. Donc, il n'y a pas de réponse scientifique adéquate et uniforme. Aujourd'hui, il est bon, parce que même en France, la polémique entre le professeur Raoult et ses contenteurs, en France même, est un phénomène inquiétant parce que ça n'aide pas beaucoup les politiques à prendre des décisions, des décisions claires sur ce qu'il convient de faire ou pas. Parce que quand vous avez des sommités médicales qui disent non, c'est la chloroquine, et d'autres sommités équivalentes qui disent non, pour nous, la chloroquine est totalement inopérante, rien que pour la France. Alors vous imaginez un peu, si on ramène ça à l'échelon européen, les Polonais vont dire, nous, jamais, on connaît pas ça, on n'en veut pas. Les Hongrois vont dire, mais nous, on en veut. Les Roumains vont dire, un peu des deux. Bon, enfin, on n'en sortira jamais. Finalement, l'Union européenne, c'est quoi? On parle d'union. Oui, mais attention. Ça ne peut pas être une union économique ou monétaire. Ça doit être aussi une union qui transcende. En ce moment, on est en train de réfléchir à avoir une union sanitaire. Parce que, quand on a fait Schengen, c'est politique et juridique. Bon, maintenant, il conviendra de faire une union sanitaire. Et je pense que le message de M. Macron et de Mme Merkel pousse un peu vers cette façon de voir, parce qu'il ne faut plus qu'on se laisse prendre au dépourvu et qu'on ait vraiment des unités capables de produire massivement pour notre utilisation domestique, c'est-à-dire européenne, tout ce qu'il nous faut en termes de masques, en termes de surblouses, etc., qui sont quand même les éléments minimaux pour contribuer à enrayer la pandémie. Donc, oui, on doit tendre vers ça aussi, et je pense que c'est bien vu d'un point de vue politique. Mais demander à ce qu'on produise plus de médicaments et autres, c'est comme si on savait déjà quelle sera la prochaine pandémie. On ne sait pas quel nom elle prendra, quelle forme elle prendra. D'où la nécessité de s'y préparer, parce que quand on a vécu dans la cacophonie générale, celle-ci, on se dit... Mais peut-être toutes les pandémies sont finalement comme ça, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle sera. Celle-ci, c'est une pandémie qui touche les voies respiratoires. La prochaine, c'est pas, touchera peut-être le cerveau, je sais pas moi. Oui. C'est difficile de dire, on s'y prépare en produisant plus de médicaments. Non, attention. Non, en produisant plus de médicaments. Les médicaments, Dieu merci, on les fabrique pour répondre à des pathologies qu'on connaît. Toujours. Il n'y a aucun médicament qui est dicté pour l'avenir, pour soigner un mal dont on ne connaît pas les symptômes. Donc, forcément, il faudra procéder comme ça. Maintenant,
pour ne pas être ridiculisé encore à la face du monde par des pénuries ordinaires de choses élémentaires, par exemple les masques chirurgicaux, dire qu'on n'en a pas assez pour déjà le mettre à la disposition du personnel soignant, c'est pour un pays comme la France, c'est quelque chose de gravissime. Et on a dit que tout récemment, dans la législature sortante, on avait décidé de limiter l'importation des masques. Ouais. Et finalement, on se rend compte que c'était une mauvaise décision politique. Vous voyez, à chaque fois, la décision politique, elle est sous le grill de la réalité. Ouais. Et quand la réalité vient corriger, en fin de compte, l'action politique, on se dit, ben, c'est ça la politique. Prévoir toujours. Donc, ils sont là dans la prévention et la prévisibilité. On ne peut pas les reprocher ça. Maître Sosa, merci. On va passer à la pause et juste après, on revient pour Regard Croisé.